Nous nous retrouvons pour cette sixième partie du livre de Diana Wallstatt, Ecology of the Plant and Aquarium, pour parler du carbone. Le carbone, en ce qui concerne les plantes, est important sous deux formes. Dioxyde de carbone, qui est l'apport direct pour les plantes, et le carbonate, qui est régulateur du pH et qui constitue une réserve de carbone supplémentaire pour les plantes qui sont capables de l'exploiter. Le KH que vous mesurez dans votre eau est représentatif en fait de la quantité de carbonate et de bicarbonate que vous allez y trouver, et donc du fameux effet tampon qui permet de limiter les variations de pH. Cela procède d'un équilibre chimique qui va se présenter comme suit. Donc vous aurez du H2CO3 qui est en fait de l'acide carbonique, c'est-à-dire du CO2 dissous dans l'eau, qui va nous donner du H+, plus HCO3-, et qui va nous donner à son tour 2H+, plus CO3 de moins. Alors c'est cet équilibre chimique qui va permettre de maintenir le pH dans votre eau et qui va servir aussi de réserve de CO2 qui sera libéré au besoin si le CO2 vient à manquer. Quand les plantes vont consommer le CO2 tout au long de la journée, le CO2 va baisser, le KH aussi va baisser parce que le bicarbonate en fait va se retransformer en CO2 pour compenser, et le pH va augmenter lentement. Au contraire, la nuit, quand la réserve de CO2 est reconstituée petit à petit, le KH va remonter puisqu'une partie du CO2 va revenir sous forme de bicarbonate, et le pH va baisser un petit peu. Il y a beaucoup plus à dire sur l'équilibre carbonaté, car c'est un phénomène qui est relativement complexe, mais je ne peux pas développer ce point dans ce chapitre parce que ce n'est pas l'objet de ce chapitre. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai créé une série de 4 vidéos pour en parler, et dans lequel je prends le temps de détailler tous les mécanismes qui vous permettront de mieux comprendre ce qu'est précisément l'équilibre carbonaté et comment l'effet tampon fonctionne par rapport au pH. La question de l'apport de carbone est un facteur limitant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de croissance. C'est aussi simple que ça. Quand il y a carence d'un élément ou un autre, les plantes se débrouillent toujours plus ou moins pour compenser, et même si elles ne sont pas en pleine santé, elles se débrouillent quand même pour se développer, mais quand il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de croissance possible, et les plantes cessent tout simplement de fonctionner correctement, et peuvent dépérir assez rapidement. Donc l'accès au carbone est vraiment un point crucial pour les plantes. Alors si les plantes aériennes n'ont pas de problème pour accéder au carbone, malgré le faible taux de carbone dans l'air, le dioxyde de carbone en fait est en quantité très très faible, mais il se trouve que il est assez facile pour les plantes de prendre le dioxyde de carbone dans l'air. De plus, cet air est rapidement renouvelé car très fluide, donc l'apport de carbone est constant, donc ce n'est pas du tout un problème pour les plantes aériennes de récupérer donc le CO2. Par contre, pour les plantes aquatiques, extraire le CO2 de l'eau est beaucoup plus difficile, car la diffusion du CO2 est plus lente dans l'eau que dans l'air, et donc même quand il y a beaucoup de CO2, les plantes n'y accèdent pas forcément facilement. Dans les milieux naturels en eau douce, le dioxyde de carbone est assez rare, et la photosynthèse des plantes va appauvrir l'eau en dioxyde de carbone jusqu'à des taux dramatiquement bas dès midi. Si bien qu'on peut avoir de très fortes variations de pH en eau très douce, de 4 points de pH entre le matin et l'après-midi. Face à ce problème de disponibilité du dioxyde de carbone, les plantes vont développer diverses stratégies pour en capter le plus possible. Alors pour commencer, certaines plantes vont fabriquer du malate. Le malate est un composé chimique qui permet de stocker le carbone. Alors comment la plante s'y prend, c'est pas compliqué, elle va fixer le dioxyde de carbone la nuit pour fabriquer du malate avec, et ensuite en journée elle va pouvoir récupérer ce dioxyde de carbone en décomposant le malate et ensuite faire sa photosynthèse avec ce dioxyde de carbone. On peut aussi fixer le CO2 qui a été respiré, c'est-à-dire que pendant la nuit les plantes rejettent du CO2, mais au lieu de le laisser partir dans l'eau, elles vont le stocker dans des alvéoles, dans leur tissu, et le réexploiter directement en journée.
On peut aussi utiliser le bicarbonate. Alors vous vous rappelez, le bicarbonate, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est du HCO3-. Dans le bicarbonate, on trouve du CO2. Certaines plantes vont être capables de décomposer le bicarbonate pour en tirer donc le CO2. Et on va avoir comme déchet du carbonate de calcium qui va se déposer sur les feuilles sous la forme d'une petite croûte blanchâtre lorsque ce phénomène est excessif. Habituellement, on peut avoir ce phénomène-là sans avoir de phénomène de décalcification biogène massive au point d'avoir donc cette fameuse couche blanche qui se dépose sur les feuilles. Donc quand ça arrive, c'est que vraiment on est en gros manque de CO2. Là encore, de rares plantes vont pouvoir extraire le CO2 des sédiments, c'est-à-dire que dans le substrat, on va avoir beaucoup de CO2 produit, mais peu s'échappera dans l'eau. Il a tendance à rester dans le substrat. Là, on a beaucoup de CO2 là-dedans, puisqu'on a beaucoup de matières organiques qui vont se stocker petit à petit dans le substrat et qui seront décomposées par les bactéries. Mais la plupart des plantes ne savent pas utiliser ce CO2, car la diffusion de ce CO2 est très très lente. Donc quelques rares plantes, comme l'isizoète, une fois de plus, vont être capables d'exploiter avec leurs racines le CO2 disponible dans le sol. Une autre solution encore est d'utiliser des feuilles aériennes, tout simplement. Certaines plantes sont amphibies, elles sont capables de sortir de l'eau. Souvent d'ailleurs leur forme change. Quand une plante par exemple dans l'eau va avoir des feuilles tout à fait ramifiées, très fines, lorsqu'elle va sortir de l'eau, les feuilles vont prendre une forme aérienne, c'est-à-dire plus large, plate, pour exploiter le CO2 aérien, ainsi que la lumière bien sûr. D'autres plantes encore vont développer une capacité à démarrer leur photosynthèse dès les basses lumières. Alors ça, c'est un avantage très important. Imaginez un peu le matin, lorsque le soleil commence seulement à monter, lorsque la lumière est encore trop faible pour que la plupart des plantes puissent enclencher leur photosynthèse, certaines plantes vont être capables de déclencher leur photosynthèse en avance, et donc d'exploiter le CO2 avant les autres plantes. Donc c'est un avantage non négligeable. Les sources de carbone pour le milieu aquatique ne sont pas très diversifiées. L'apport atmosphérique, c'est-à-dire la quantité de CO2 qui va passer de l'atmosphère dans l'eau, est très faible. L'apport par les poissons est très faible aussi. En fait, le principal apport de CO2 dans un milieu aquatique, c'est celui des bactéries qui vont décomposer les matières organiques. Dans un aquarium naturel, l'apport principal de matière organique va se faire par la nourriture pour poissons ainsi que par les plantes elles-mêmes quand elles vont laisser des feuilles mourir ou autres. Ces déchets vont être traités par les bactéries et leur faire donc ce fameux apport de dioxyde de carbone. Sachant que dans un aquarium naturel, on va bien sûr éviter de recourir à l'injection de CO2, le problème va être d'éviter de perdre du CO2. Donc il faudra un brassage, on va voir pourquoi, mais ce brassage ne doit pas remuer la surface de l'eau, car remuer la surface de l'eau provoque la dispersion du CO2 dans l'air. Et ce brassage est important car il permet la diffusion rapide du CO2 à la surface des plantes. C'est-à-dire que quand les plantes vont appauvrir l'eau au voisinage immédiat de leurs feuilles, le brassage permet de renouveler cette eau et d'apporter donc une eau riche en dioxyde de carbone. Cependant, il faut savoir que certaines plantes réclament certains courants. La plupart des plantes n'aiment pas trop subir un courant trop fort, mais d'autres plantes aiment bien ça. Donc, si vous avez ce type de plante donc qui réclame un courant fort, vous pouvez éventuellement disposer ces plantes près de votre brassage, pour qu'elles disposent de toute la force du jet d'eau, et les plantes qui n'apprécient pas, donc les éloigner un petit peu plus de votre brassage, pour qu'elles subissent un mouvement d'eau plus calme. Toutes les mesures de nettoyage de l'aquarium sont à considérer avec circonspection, parce qu'elles seront toutes susceptibles de retirer des matières organiques indispensables à la fabrication du CO2. Donc les changements d'eau, l'aspiration du gravier à proscrire absolument, le nettoyage de la filtration si vous faites un aquarium filtré, c'est aussi un problème car la filtration cumule beaucoup de matières organiques. Et donc il ne faut pas oublier que la filtration, en plus d'assainir l'eau de votre aquarium avec la dénitrification, est aussi un apport de CO2 potentiel pour votre aquarium. De manière générale, donc tout nettoyage de l'aquarium peut contrarier cette production de CO2
à éviter donc absolument tant que ce n'est pas gênant pour le fonctionnement de votre aquarium. C'est la fin de cette 6e partie sur le carbone. Je vous remercie de l'avoir regardé. Likez si vous avez aimé, partagez pour soutenir la vidéo. N'hésitez pas à poser vos commentaires, vos questions sous la vidéo. Nous nous retrouverons bientôt pour la 7e partie nutrition des plantes et écologie. Sur ce, soignez bien vos poissons et vos plantes bien sûr, et à bientôt.